Un autre point important, c'est que depuis les années 90, on a ce que l'on appelle le cadre du curriculum. C'est quelque chose de nouveau, car avant les années 90, on n'avait pas réellement de cadre pour ce curriculum de Singapour. On avait effectivement des objectifs du curriculum, et à chaque fois que l'on procédait à une révision du curriculum, on avait l'impression que l'on changeait d'objectif. Et pour les enseignants, c'était perturbant. Et je me souviens, ce matin, on en a parlé, la nécessité d'une cohérence, d'une continuité. Si l'on change ses objectifs trop fréquemment, c'est très difficile pour les enseignants. Lorsque l'on essaye quelque chose de nouveau, cela prend du temps pour se familiariser avec ces nouveautés, notamment pour devenir efficace. Donc c'est important de garantir une cohérence, une continuité. Et à la fin des années 80, une équipe d'éducateurs, de profs de maths se sont réunis pour se pencher sur ces méthodes d'enseignement. Et finalement, il a été décidé d'articuler cela sous forme imagée avec ce cadre du curriculum de Singapour, simplement pour synthétiser ce que l'on essayait de faire dans une classe. Et ce que la recherche nous dit, c'est que la résolution de problèmes, ça c'est un des facteurs clés dans l'enseignement. Donc on va réellement le mettre au cœur de cette représentation imagée. Et voyez là au centre, résolution de problèmes mathématiques. Mais ensuite, on souhaite que nos élèves apprennent à résoudre les problèmes. Et pour cela, il faut une structure. Comment est-ce que l'on atteint cela ? Nous sommes penchés sur ce que l'on peut faire pour que les étudiants soient plus efficaces en matière de résolution de problèmes. Et voilà les 5 aspects qui ont été mis en exergue. Et ça, c'est important. Ça nous ramène à cette notion de lien entre la théorie et la pratique. Donc, vous avez tout d'abord les concepts mathématiques, vous avez les processus, la métacognition, les attitudes et les compétences. Donc, l'enseignant doit garder ces 5 points à l'esprit. Ils doivent s'assurer que les élèves aient les compétences de base et une compréhension conceptuelle. Il faut qu'ils aient la bonne attitude, les bonnes compétences, les bons processus, les bons concepts et la bonne métacognition pour pouvoir résoudre les problèmes. Bien entendu, cela ne va pas intervenir au cours de la première leçon. C'est un processus progressif. Et comme je l'ai mentionné, si l'on se penche sur cette révision de ce curriculum de Singapour, donc la première mise en œuvre remonte à 1992, il y a une révision en 2001, ensuite il y a une révision en 2007, et là vous voyez que le cadre lui-même est resté le même. Donc cela permet de garantir une certaine continuité, car on sait qu'il s'agit là des priorités. Donc l'on a pu affiner ce cadre, mais en gardant une continuité. Et vous voyez que l'on a rajouté certains concepts, ou du moins on a détaillé ces différents axes. Donc on s'est amélioré, mais nous n'avons pas changé le cadre en tant que tel. Nous savons que cela va avoir des implications sur l'évolution du curriculum. En gros, il n'y a pas de refonte complète. On ne va pas passer d'une extrême à l'autre. Il s'agit d'amélioration plus que de refonte. Donc on essaye réellement d'affiner ce que l'on fait. Ensuite, les approches clés. En gros, elles sont au nombre de 3 dans ce curriculum. Tout d'abord, c'est l'approche du curriculum. Ensuite, vous avez l'approche pédagogique et ensuite l'approche d'apprentissage. Et ces approches sont extrêmement importantes car cela sert de guide pour les enseignants. Et bien entendu, vous avez également l'expérience en matière d'apprentissage. Je vous ai déjà parlé de ce curriculum en spirale, également la nécessité de mettre l'accent sur le concept CPA. Donc j'essaye simplement de partager avec vous qu'il s'agit d'une méthode que nous essayons toujours d'améliorer, mais ce de manière progressive, car il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut procéder pas à pas, s'améliorer de manière régulière, affinée,
la méthodologie. Et nous avons découvert que les résultats de nos élèves dépendaient également de l'expérience des professeurs de maths. Et ça, c'est important. Car c'est une question d'équité. Si j'ai un prof de maths qui est moins expérimenté, est-ce que je vais avoir une expérience moindre? Et ça, c'est quelque chose que l'on souhaite éviter. On souhaite que tous les élèves aient accès à des expériences d'apprentissage similaires, de qualité. Et finalement, on a introduit des expériences d'apprentissage clés pour chaque thématique, afin de s'assurer que chaque classe ait le même niveau d'expérience d'apprentissage pour tous les étudiants. Là, c'est simplement un des exemples. Nous savons que cela va avoir des implications pour l'enseignement, afin que les enseignants soient plus ciblés dans leur approche. Ils doivent se concentrer et affiner les pratiques d'enseignement. Il ne faut pas un cursus stagnant. Il y a certains domaines qui fonctionnent et que l'on va développer. Je vais vous parler des défis et des problématiques. Il est toujours très bien d'avoir de la théorie. Mais attention, la théorie, ça peut être extrêmement flou. Je ne sais pas combien d'entre vous utilisent la théorie plus que la pratique. Les théories, parfois, c'est très académique. On a l'impression que ça doit rester dans une bibliothèque. Et c'est difficile de voir quelles sont les conséquences concrètes dans une classe. Et ce que j'aime, notamment dans ce modèle de Singapour, c'est que parfois, on peut faire preuve de courage. On introduit quelque chose qui est incertain et on voit comment cela fonctionne. On n'hésite pas de tester. Un exemple, si l'on considère le cadre du curriculum de Singapour, là, vous voyez, pour revenir à la métacognition, donc là, on voit que cela a été introduit en 1992, ça a été repris en 2001, 2007 et 2013. Et la première fois que le cadre a été annoncé aux professeurs de maths, c'était en 1990. En gros, c'est un cadre qui a été élaboré dans les années 80. Et le concept de métacognition, en fait, c'est quelque chose qui a été élaboré dans les années 70. Mais en fait, on l'a introduit comme un élément clé. Nous avons pu voir que c'était un des facteurs cruciaux pour faire la différence entre une personne qui peut résoudre un problème et qui est novice et une personne qui peut résoudre des problèmes et qui est experte. Au terme de 25 ans, donc depuis 1990, et même en 2015, moi j'ai participé à un programme de recherche pour demander aux enseignants ce qu'ils pensaient du concept de métacognition. Tout le monde avait des idées très très floues de ce qu'était la métacognition. Et je leur ai demandé, est-ce que vous avez essayé ce concept dans la salle de classe? Ils le disaient, oui, on a essayé. Et lorsque je leur demandais de détailler, bon, ils ne savaient plus. Mais dans la salle de classe, en fait, ils le faisaient sans le savoir. Et ça, c'est intéressant. Donc, l'idée est là. Les enseignants ne savent pas forcément qu'ils appliquent ces principes de métacognition, mais ils le font. Et cela fait partie de mes travaux de recherche. Et d'ailleurs, j'en ai informé le ministère, et lors de la prochaine révision, donc ça, ce sera pour 2021, et nous espérons que la métacognition aura une place clairement établie, et peut-être de manière plus explicite, afin que les enseignants comprennent comment procéder, car on sait qu'ils savent le faire. Donc il y avait là une situation un peu floue, et c'était intéressant, même si cela peut se traduire par une certaine confusion, même beaucoup de confusion à l'époque. Je me souviens qu'on a introduit cela en 1990, ça a été mis en œuvre en 1992, et en 1995, j'ai participé à une conférence sur l'enseignement. Il y avait plus de 300 enseignants, et on m'a posé la question, mais c'est quoi la métacognition? Il y avait un silence qui a plané dans la salle,
Donc on sait qu'un certain niveau de confusion, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de confusion, donc il faut clarifier la situation. Donc il est important de promouvoir une approche équilibrée. Ce que nous avons découvert, c'est étant donné que nous avons beaucoup de migrants chez nous, vous savez que nous avons énormément de groupes ethniques différents, nous avons des Malais, nous avons des Chinois, vous avez beaucoup d'Européens maintenant qui sont basés à Singapour, mais la plupart sont asiatiques. Et l'approche envers les mathématiques, c'est très asiatique. Et pour ceux d'entre vous qui connaissez un peu l'Asie, bon, ce n'est pas forcément vrai à 100%, mais je pense que c'est une vision d'appréhender les mathématiques. En gros, c'est très pratique. Comment est-ce que l'on utilise les mathématiques pour résoudre des problèmes? Ce n'est pas pour la beauté des mathématiques, c'est pour résoudre des problèmes. Et je sais qu'il y a beaucoup de mathématiciens en France qui ont parlé de la beauté des mathématiques. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Jean l'autre jour, lorsque je faisais mes études à l'université. Et il fallait apprendre de sciences, de langues, des sciences, le français ou l'allemand. On disait il faut apprendre une de ces deux langues car ce n'est que par le français ou l'allemand que l'on pouvait comprendre la beauté des mathématiques. Donc il y a cette notion de beauté, alors que les Asiatiques, en gros, ça doit être pratique, il faut que ça fonctionne. Et vous voyez que généralement, lorsqu'il y a des solutions éprouvées qui fonctionnent, qui sont réellement pratiques, c'est quelque chose qui vient d'Asie. Donc je ne dis pas qu'il y a une approche qui est meilleure que l'autre, mais à mesure que nous avançons, nous voyons qu'il s'agit de facettes de la même discipline. Et la mondialisation, c'est exactement ce dont il s'agit. Il faut bien comprendre les différences et les similitudes, mais il faut apprendre les uns des autres. Cela nous permet donc d'évoquer ce besoin d'une approche équilibrée. Et ce qui a été mis en œuvre en 1990, lorsque ce cadre a été élaboré, on ne voulait pas simplement que les étudiants puissent réaliser toutes ces procédures. Il fallait qu'ils comprennent les concepts. Il fallait également qu'ils aient les compétences nécessaires avec la bonne attitude dans une classe. En gros, c'est un équilibre. Nous savons qu'il s'agit d'un contenu multiforme. Il ne s'agit pas simplement d'apprendre par cœur des faits. Mais il faut trouver un équilibre entre ces différentes dimensions afin que l'on puisse couvrir justement ces différentes facettes liées à la discipline. Nous avons des théories d'apprentissage, notamment pour les professeurs de mathématiques, et l'on voit très souvent que l'on pense qu'il n'y a pas de place pour le comportementalisme ou le cognitivisme dans la salle de classe. Et pourtant, on en parle. On parle de constructivisme, on parle de comportementalisme, on parle d'apprentissage. Et je sais que vous êtes tous des fervents défenseurs du constructivisme, mais la plupart des enseignants se sentent plus à l'aise avec le cognitivisme et le comportementalisme. Il faut peut-être les encourager à introduire davantage de constructivisme dans une salle de classe, et c'est la raison pour laquelle l'on voit que cette approche est étroitement liée à ce bloc constructivisme. Donc voilà où nous mettons l'accent. Et pour revenir à la théorie de Brunner, on utilise également d'autres théories. Nous pouvons notamment nous pencher sur les sources d'inspiration de cette approche CP1 qui est liée à la théorie de Brunner, mais on n'a pas utilisé qu'une seule théorie. Là, on s'est penché sur plusieurs théories, car vous savez que les mathématiques, c'est une discipline multiforme. Et la manière dont nous considérons les besoins des apprenants, ça doit également être multiforme. Donc il ne faut pas simplement se fonder sur une théorie, il faut envisager différentes théories et sélectionner celle qui sera la plus efficace. C'est pourquoi si vous regardez notre cadre de cursus, on ne se concentre pas sur le sens, mais également
connaître la procédure ainsi que les faits mathématiques. Ensuite, en passant à la pédagogie. Cette pédagogie est complexe. Il s'agit là de parler de résolution des problèmes. On veut que les enseignants apportent des problèmes dans la classe, mais il ne faut pas que les enseignants croient que la résolution des problèmes n'a qu'un rôle unique. On en a parlé lors de notre table ronde ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, nous pensons qu'il y a 3 façons d'atteindre justement cette approche de résolution des problèmes comme un enseignement global. Enseigner pour résoudre les problèmes, enseigner à résoudre les problèmes et enseigner par. Alors, on prend les problèmes comme étant un but. Donc, les enseignants vont apprendre les concepts et à la fin, ils vont donner un problème juste afin que les étudiants puissent ou les élèves puissent les résoudre. Mais si maintenant on donne aux élèves toutes ces compétences et qu'on demande aux élèves de résoudre les problèmes, on se dit c'est suffisant. Mais pour beaucoup d'entre nous qui ont travaillé sur cette résolution des problèmes, d'avoir la connaissance et les compétences mathématiques ne suffisent pas. Il y a tout un ensemble, toute une branche d'autres aspects à envisager. Et c'est là que nous voyons la résolution de problèmes comme discipline. Donc, c'est pas comme finalité. L'idée, c'est de l'enseigner pour résoudre les problèmes. Alors, ça va au-delà des mathématiques. Donc, on le voit comme faisant partie intégrante du cursus mathématique. On ne va pas qu'enseigner le contenu, mais également l'heuristique, des stratégies, etc. Mais tous dans ce contexte de résolution de problèmes dites mathématiques. Donc, c'est juste un exemple qui nous vient d'un livre. Et vous voyez que les étudiants non seulement vont résoudre le problème, mais dans le processus, ils vont apprendre différentes compétences et ce qu'il faut faire pour résoudre un problème. Et dans le document du curriculum, il y a même un ensemble de compétences ainsi que d'heuristiques. Et l'enseignant peut l'utiliser comme proposition possible. Mais bon, il s'agit nullement d'une liste exhaustive ici. On peut aller au-delà. Alors en même temps, nous voulons que nos élèves ne s'arrêtent pas là. Il ne s'agit pas que de résoudre un problème. On veut que nos élèves soient des consommateurs et des créateurs de mathématiques. Donc il faut que ça devienne un moyen. Si on a bien préparé nos élèves avec des mathématiques de base, on veut qu'ils puissent les utiliser pour découvrir et inventer de nouvelles mathématiques. Et c'est ce que j'ai évoqué plus tôt. Nous voulons que nos élèves arrivent non seulement à avoir les mathématiques comme une discipline stagnante ou statique, mais quelque chose qu'ils peuvent découvrir ou peuvent aller bien plus loin et développer et explorer. Il s'agit de connecter leur compréhension à pouvoir créer de nouvelles mathématiques. C'est juste un exemple, même si c'est au niveau primaire ici, où on prend des élèves et qui ont résolu un problème et ils ont découvrir justement d'autres aspects. Donc à la fin, nous avons des compétences de résolution de problèmes qui comprennent ici, mais également il y a des parties où justement la résolution leur permet de comprendre le contenu même mathématique.